cette séance spéciale aujourd'hui avec un programme assez passionnant que nous espérons va vous intéresser. Alors, bienvenue à ce séminaire. C'est un séminaire de recherche qui a été organisé par les centres de recherche à l'éducation et formation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, en collaboration avec l'Institut des sciences de l'environnement, bien sûr. Et puis qui se tient dans le cadre des activités du Centraire, mais aussi de notre cours Environnement 7000, donc perspective interdisciplinaire dans l'étude des problématiques environnementales. Alors c'est un séminaire qui compte sur la participation de plusieurs invités, et certaines vous connaissez déjà, et je vais les présenter rapidement et après j'en parlerai davantage sur chacun d'eux. Donc, d'une part, Claudia Montano, qui est étudiante de doctorat, puis chargée de cours à l'Institut des sciences de l'environnement. Andrés Larrea, tous les deux finissant dans des programmes de sciences de l'environnement à la maîtrise. Et Marie Santarno, qui est chercheure associée au Centraire, puis chargée de cours également. Et Diana Potes, professeure anthropologue colombienne. J'en parlerai plus loin lorsque chacune des personnes va intervenir. Donc, comme ceux qui sont du cours Environnement 7000 le savent déjà, c'est un cours qui porte donc sur les questions de territoire. Donc, plus particulièrement sur territoire et territorialité dans le contexte de trois communautés autochtones. Aujourd'hui, nous voudrions nous pencher donc davantage sur ces situations spécifiques et celles des peuples autochtones. Donc, des territoires comme un espace symbolique, comme des espaces qui sont convoités, espaces et des territoires qui sont de plus en plus menacés, dont les frontières sont menacées et donc les problématiques d'identité et d'existence de ces communautés sont également à risque. Donc aujourd'hui, nous, à travers ces cas, nous voulons passer à travers de la façon comme ces communautés vivent ces situations de pression, de menaces externes, et qui mettent à risque leur propre façon traditionnelle de vivre et en même temps les poussent et les mènent à se repenser et à réfléchir sur leur façon de poursuivre et tout en tenant compte à la perspective de pouvoir maintenir, sauvegarder, protéger leur culture. Donc aujourd'hui nous allons commencer avec Andrés Larrea, qui va nous présenter donc le cas de la nation Wampis au Pérou. Andrés Larrea, et comme je le disais tout à l'heure, finissant la maîtrise en sciences de l'environnement, il détient un bac en anthropologie de l'Université de Montréal et aussi il est diplômé du programme cours en éducation relative à l'environnement de l'UQAM. Il est chargé de projet à un organisme, un ONG qui existe depuis une trentaine d'années aux îles de la Madeleine, Attention Fragile, qui travaille sur la protection de l'environnement et plus particulièrement des littorales marins. Il a travaillé aussi comme assistant de recherche en ethnobotanique à l'Université de Montréal, au département d'anthropologie, et également comme instructeur de plongée sous-marine et interprète du monde sous-marin Honduras, Bahamas, Mexique et Canada. Il est aussi marin et il a travaillé notamment sur les voiliers de recherche Sedna 4. Est-ce que c'est célibataire? Hélas, non. Donc, il a travaillé lors de la mission documentaire 1000 jours pour la planète. Depuis plusieurs années, il est coordonnateur du centre des programmes de recherche sur les littoraux marins et le récif corallien à l'ONG Takata Expérience de Mahahual, de Quintana Roo au Mexique. Alors, je vous laisse avec Andrés. C'est bonjour. Je travaillais sur la nation Wampis et j'ai commencé ma maîtrise en septembre 2015 et en fin novembre 2015, il y a une nouvelle qui est passée un peu partout sur les peuples indigènes au Pérou, qui est que c'est la constitution du premier gouvernement indigène autonome avec un contrôle sur son territoire en Amazonie péruvienne. C'est une nouvelle qui a passé un peu partout dans le monde.
Et cette nouvelle entité s'est nommée le Gobierno Territorial Autónomo de la Nation One Piece, le gouvernement territorial autonome de l'État péruvien, de la nation One Piece. Donc, pour expliquer les raisonnements derrière la construction du nouveau gouvernement, Andrés Noningo Sesen, un visionnaire de la nation One Piece, explique ça de cette façon-là. Nous serons toujours des citoyens péruviens, mais nous serons maintenant notre propre gouvernement responsable de notre propre territoire. Cela nous permettra de défendre nos forêts des menaces de l'exploitation forestière, minière, pétrolière et gazière, et des méga-barrages. Au fil des années, ces menaces grandissent. Cette unité nous apportera la force politique dont nous avons besoin pour expliquer notre vision au monde, aux gouvernements et aux entreprises qui ne voient que l'or et le pétrole de nos rivières et nos forêts. Pour eux, nous sommes trop souvent comme un petit insecte qu'ils veulent écraser. Toute activité planifiée sur notre territoire qui nous affectera devra maintenant être décidée par notre propre gouvernement, qui représente toutes nos communautés. Donc, c'est une question d'avoir la force politique pour être consulté sur les projets dans leur territoire. Après cette nouvelle, j'ai créé un accord de collaboration avec cette nouvelle entité, avec le gouvernement territorial autonome. Et je suis parti en pré-terrain de recherche en mai 2016. C'est là que j'étais capable de faire les contacts initiaux et de discuter avec les membres du gouvernement sur ce qu'allait être la recherche. Et l'année d'après, j'ai passé 10 semaines de terrain dans le territoire entre juin et août 2017. L'accord de collaboration, c'est quelque chose qui n'est pas très pratiqué au Pérou. Donc, ce que j'ai fait, c'est baser cet accord sur les recommandations de l'Assemblée des Premières Nations du Canada. Et ce que j'ai fait lors de mon terrain de recherche, c'était j'ai fait des entrevues semi-dirigées, mais j'ai surtout observé toutes les activités que ces gouvernements-là avaient et toutes les activités qui étaient disponibles. Donc, j'ai observé des assemblées communales, des assemblées des bassins versants, des assemblées du Parlement indigène, des tables de concertation, des projets d'intervention, des sommets organisés par les gouvernements autochtones, et des activités quotidiennes, donc toutes les activités qui pourraient faire partie de la quotidienneté des membres du gouvernement territorial. J'ai aussi organisé, en fait, c'est des membres du gouvernement territorial autonome qui ont organisé des ateliers de discussion avec moi sur différents thèmes qu'eux autres mêmes ont choisis. Donc, on a discuté de la communication, l'éducation dans le territoire, l'économie, et sur les chants traditionnels anen qui sont une façon de se connecter au territoire. Donc, le territoire de la nation One Piece se trouve dans le nord du Pérou, dans la frontière, proche de la frontière avec l'Équateur. C'est un territoire amazonien, de l'autre côté des Andes. Ces territoires, en fait, c'est 9 nations différentes, 9 nations autochtones qui ont annoncé qu'ils allaient créer des gouvernements autonomes pour créer une région complète qui serait autonome en ce qui concerne les projets de développement à l'intérieur de leur territoire. C'est un territoire dans lequel on avait 65 communautés qui sont réparties autour des 2 grands fleuves qui se versent dans le Marañón, qui par la suite devient l'Amazonas. Le territoire accueille 13 000 personnes. C'est une économie qui est pratiquée, qui est basée sur les connaissances traditionnelles. Donc, tout ce qui est construction d'infrastructures est souvent fait avec les matériaux locaux. Et ce qui concerne l'horticulture, la pêche, c'est des techniques traditionnelles qui ont changé très peu. Par exemple, la pêche avec barbasco, qui est une plante ichthyotoxique qui va laisser une substance dans l'eau qui fait que les poissons vont s'asphyxier et apparaître en surface. Mais il y a quand même une perte de connaissances traditionnelles qui s'opère depuis une cinquantaine d'années à cause de l'entrée du système d'éducation national dans le territoire.
Donc, le territoire est divisé en deux bassins versants. Le bassin du Canus, qui est beaucoup plus navigable, et le bassin du Cancagne, qui dans la topographie coloniale, on a nommé les Santiago et les Morona. Comme vous voyez dans l'image satellitale, c'est un territoire qui est couvert des forêts. Et au milieu, entre les deux bassins versants, se trouve une chaîne montagneuse, la Cordillera de Campanquis, qui est un élément principal, un élément très central à la culture de la nation Wampis. C'est là qu'on va aller chercher des visions, donc à la quête des visions. La quête des visions, c'est aussi un élément extrêmement central dans la vie des individus Wampis. La quête des visions par la consommation des plantes entéogènes, c'est un élément culturel très important. Et c'est à travers ça, je pense qu'on peut commencer à avoir une idée de ça veut dire quoi le territoire, c'est quoi le territoire pour la nation Wampis. Donc, j'ai demandé un peu c'était quoi le territoire, c'est qui les entités qui habitent dans le territoire, avec qui on se met en relation dans le territoire. Et ce que j'ai reçu comme réponse, par exemple, c'est selon nos connaissances ancestrales, l'histoire qu'on connaît, c'est que dans l'espace existent des êtres spirituels, que l'homme Wampis a toujours été fortifié par ces êtres spirituels. Alors, on appelle ça vision. Alors, Arutam existait dans cet espace. Qu'est-ce qu'est l'Arutam? L'Arutam, nous disons, c'est le Tout-Puissant, c'est Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a donné la vision. La vision, encore une fois, un élément très important pour bien vivre. Arutam est ce qui te donne la force d'être courageux, d'acquérir la vision du tigre, par exemple, ou la vision de l'anaconda. Certes, le gouvernement autochtone, le gouvernement territorial autonome a fait sa propre définition, a écrit sa propre définition de l'Arutam. Ça a été écrit par le Parlement, le Uniruntramu. C'est l'espace cosmique qui est le foyer des ancêtres, lieu de provenance de la force spirituelle qui protège la nation. Donc ça, c'est dans la première ordonnance, la première loi qui a été signée par le Parlement autochtone. On comprend aussi que les ancêtres peuvent devenir partie de cet Arutam, de cette énergie qui existe dans le territoire. Tous nos vieux, nos ancêtres qui ont été, quelques-uns sont Arutam. Ce ne sont pas tous les ancêtres qui deviennent Arutam. Ce n'est pas tous, quelques-uns sont Arutam. Et ils retournent à l'endroit où ils ont eu leur vision. Donc, ils retournent toujours à l'endroit où ils ont eu leur quête de vision. Les montagnes, les chutes d'eau qu'on cherche, qui sont des endroits d'une force spirituelle grande, qu'on cherche pour aller faire une quête de vision. Alors, c'est là qu'ils sont nos grands-parents. Parfois, quand j'arrive ici, mon grand-père apparaît devant moi et me conseille. Et j'ai plus de pouvoir. Donc, on peut avoir une connexion, une relation avec les ancêtres à travers certains endroits qui sont les endroits où les ancêtres ont cherché leur vision. Mais il y a aussi d'autres entités dans le territoire, des entités comme Nunkui. Nunkui qui est la mère agricultrice. Par exemple, l'histoire de Nunkui explique l'acquisition de connaissances agricoles, d'horticulture. Une femme Wampis suit une trace des peaux de manioc le long d'un ruisseau jusqu'à trouver Nunkui qui lavait du manioc. Elle était là, elle avait du manioc. La madame, elle lui demande « Donnez-moi du manioc, moi aussi je veux manger des plantains, du manioc. » Et alors Nunkui lui dit « Voici le manioc, voici l'enfant manioc. » Lui donne son enfant et apporte cet enfant, demande-lui, mais prend soin de lui. Donc une relation sociale avec cet enfant, cette connaissance qui est donnée par Nunkui à la femme Wampis.
Voilà que nous savons cultiver le manioc et le plantain. C'est comme ça que les Wampis obtiennent les connaissances d'horticulture en créant une relation avec l'Unkui. Plus tard dans l'histoire, on apprend que les enfants de cette femme joueront de mauvais tour un enfant manioc. Et cette rupture de la relation de réciprocité avec Nunkui va causer que le diable sorte de la terre. Donc c'est très important de garder une bonne relation avec Nunkui. Le gouvernement autonome a sa propre définition en termes techno-scientifiques de Nunkui. Il dit Nunkui, avec les sols et ses profondeurs, les souterrains, c'est pourvoyeuse de la fécondité de la terre, source reproductive des graines, garante de l'abondance et de la sécurité alimentaire, terme utilisé par les institutions internationales, et facilitatrice de la force spirituelle de la femme et inspiratrice des normes et techniques pour le traitement durable des sols. Encore une fois, des termes qui sont des termes technoscientifiques qui servent à communiquer cette cosmovision, cette vision du monde aux institutions internationales. De cette façon, le gouvernement territorial autonome explique sa vision en termes négociables dans l'arène politique, c'est-à-dire en termes de l'ontologie moderne, de l'ontologie dominante. Un autre type d'entité qui existe dans le territoire sont les sirènes. Les sirènes Sumkichwar, qui sont les personnes de l'eau que nous traitons toujours comme ça. Ils sont aussi les propriétaires des poissons, les responsables de prendre soin des poissons. Et chaque puits a sa responsabilité, des propriétaires pour chaque corps d'eau. C'est pour cela qu'un chasseur qui veut y aller avec un hameçon devrait savoir un endroit. Savoir un endroit qui implique pas seulement connaître l'endroit, mais implique reconnaître et comprendre les règles de la réciprocité, les règles, les entités qui habitent un endroit, pour garder cette relation de réciprocité avec les entités. Devrait savoir respecter l'eau, et la personne qui va dans ces endroits-là devrait y aller avec une anène, avec un champ qui permet de se mettre en relation, d'avoir une influence sur ces entités-là. Donc, l'anène, encore un élément principal de la culture Wampis, ce sont des chants traditionnels qu'on utilise pour influencer ces entités qui habitent le territoire dans le but de respecter la relation de réciprocité. Par exemple, on chante des anènes au moment de faire le travail horticole, on chante des anènes dans sa tête pour ne pas faire peur au gibier lorsqu'on fait la chasse, on chante des anènes, encore une fois, comme une prière dans sa tête lorsqu'on pêche. Et ce chant-là a l'objectif d'influencer les propriétaires du gibier pour, par la suite, influencer les gibiers et attraire le gibier. Encore une fois, le gouvernement territorial autonome va décrire ces sirènes avec des termes technoscientifiques. Donc, ils vont dire Surki, avec les profondeurs des seaux, qui est le lieu de provenance des connaissances sur la gestion des sources d'eau, de la faune aquatique et les normes de la pêche. Ce qui crée une sonification à l'intérieur de la sonification officielle du territoire, qui est un peu une catégorie hybride. On crée des zones de pêche, des repeuplements, des protections des espèces aquatiques et des contacts spirituels avec les esprits d'eau. Cette catégorie hybride, comme les autres, c'est des traductions ontologiques. Ce sont des ponts qui sont créés, des ponts de compréhension entre deux mondes, entre l'ontologie moderne et l'ontologie autochtone, l'ontologie Wampis. Ce sont en fait des efforts extrêmement bien calculés pour créer des espaces politiques d'égalité ontologique entre les systèmes de connaissances indigènes et modernes. Alors, si j'avais à décrire en termes, qu'est-ce qu'est le territoire en termes des membres du gouvernement territorial autonome, le territoire est un système de vie. C'est un réseau de relations, de dynamiques et de potentialités ontologiquement déterminées dans lequel les rapports entre l'individu,
sa société et les autres entités du territoire doivent respecter les normes de la réciprocité, où il y a des conséquences au moment où il y a un non-respect de ces normes de la réciprocité. Et c'est ces systèmes-là, ces systèmes de vie holistique, que les gouvernements territoriaux autonomes essayent de faire visibiliser. Voici les structures du gouvernement territorial autonome. J'ai eu la chance de suivre un peu tous des membres qui appartiennent à tous les différents niveaux et d'observer des réunions de tous les différents niveaux. On a le gouvernement central avec le Parlement qui est l'autorité maximale et le PAMUC qui est le président du gouvernement autonome. On a les gouvernements des bassins versants, donc 2 bassins versants, les Canus et les Kankaim, et chacun avec une Weisram, qui est une chef des bassins versants. Et après ça, les gouvernements des communautés, les gouvernements de chaque communauté. Et tu as un conseil des Waimaku, qu'on dit, des visionnaires, des personnes qui n'ont pas de rôle représentatif, mais qui vont avoir une influence sur tous les niveaux de gouvernement, qui sont réputés pour avoir une vision du futur et de comprendre le futur. C'est quand même important pour faire partie, pour devenir PAMUC ou pour devenir Weisram, c'est important qu'on reconnaisse dans la société que tu as de la vision, c'est-à-dire que tu as fait une quête de vision et que tu as accompli cette vision-là. D'ailleurs, cette structure-là est basée sur un conseil de guerre qui apparaissait dans le territoire lorsqu'il y avait une menace externe. Donc, c'est une structure qui existait traditionnellement, qui a été un peu visibilisée par le travail qu'était en train de faire le gouvernement territorial autonome. Et qui était d'habitude pour la protection du territoire. Et on protège les territoires de quoi? On protège le territoire du système de vie Apache, le système de vie extérieur. Il met les systèmes de vie à nous, notre culture est en relation avec ces réseaux de relations, avec les ressources naturelles. Parfois, ils utilisent des mots qui sont de l'ontologie moderne. Le peuple Wampis, le peuple indigène, n'a pas de culture sans son territoire. Alors, c'est ça notre système de vie. Maintenant, les systèmes de vie des Apaches, des gens qui viennent de l'extérieur, leur culture est de détruire les ressources naturelles et obtenir plus d'argent. C'est pour ça que nous sommes préoccupés par rapport à ça. C'est en fait c'est un conflit entre des mondes. Cette relation dépend de notre maintien très soigneusement. Tant que nous maintenons très respectueusement, ça se relationne. Mais quand les relations de ces deux types de mondes ne sont pas respectées, 2 types de vie qui sont menés dans nos territoires, c'est là qu'il y a de l'incompréhension. Donc, ce qu'il dit, c'est que ces 2 mondes, 2 ontologies différentes, 2 systèmes de vie différents, avec des cultures matérielles différentes, avec des compréhensions de l'univers différentes, qui sont un peu en conflit parce qu'ils n'arrivent pas à se relationner. La relation n'est pas impossible. On le voit parce qu'il y a un travail d'équivocation contrôlée, des traductions ontologiques qui est faite par les gouvernements territoriaux autonomes. Donc ça c'est la nature et la toile de fond des conflits socio-environnementaux qui arrivent sur le territoire. Quelle est la profondeur et l'intensité qui peuvent prendre ces conflits-là? On peut retourner en 2009 à un événement tragique qui a vraiment marqué l'histoire du Pérou et surtout de l'Amazonie. Les événements qui ont eu lieu à Bagua, c'est lors des manifestations contre un paquet législatif qui visait à fragiliser la propriété territoriale indigène et ouvrir l'Amazonie à des investissements étrangers. C'est dans le cadre du traité de libre-échange avec les États-Unis. Il y a eu une mobilisation nationale et donc des groupes de protecteurs du territoire, Wampis et Aguajún, ont pris des installations pétrolières et c'est en suivi un massacre. Il y a eu une trentaine de personnes qui sont mortes, donc un grand nombre de policiers, ce qui a fait le tour des nouvelles. Et ça a été interprété dans le monde académique comme justement
comme ces conflits expriment des différences politiques de nature ontologique. Donc c'est l'ontologie moderne, l'épistémologie moderne, la politique moderne qui écrase, écrase l'ontologie One Piece. Les conflits de Valois démontrent que l'exploitation industrielle des ressources naturelles est interprétée par ces communautés indigènes comme une usurpation des milieux de vie et une désacralisation de leur mode d'interpréter le monde. Ça, c'est très important, la désacralisation du mode d'interpréter le monde. Parce que lors des conflits socio-environnementaux, l'État est incapable de reconnaître même la réalité des One Piece, parce que les négociations politiques ne reconnaissent pas leur approche à la réalité, ne reconnaissent pas les systèmes de connaissances et l'épistémologie qui leur permet de comprendre leur réalité. Et donc, on n'est même pas capable d'être d'accord sur les enjeux. Pour l'État, ce sont des projets de développement basés sur l'exploitation des ressources naturelles. Pour les One Piece, c'est la destruction de tous les systèmes de relations dont dépend leur système de vie. Donc, dans ces conditions, négocier dans les termes de l'État implique nécessairement une dénaturalisation des relations avec les entités non humaines du territoire. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de traduire ces entités non humaines dans les termes de l'ontologie moderne pour être capable de négocier dans un espace qui soit plus ou moins égalitaire. Et donc, ce n'est pas surprenant que le gouvernement territorial autonome périodiquement réaffirme son rejet catégorique à toute activité extractive légale ou illégale. Donc, dans le territoire, il y a certaines problématiques d'extractivisme. Je vais en toucher deux. Donc, l'exploitation minière aurifère illégale. Donc, il y a de l'exploitation d'or alluvionnaire sur le territoire, surtout dans le bassin versant du Canus. Et ce que le gouvernement territorial autonome va faire, c'est organiser des opératifs d'intervention. Donc, ils vont arriver 200 personnes avec leurs lances, les nanki, avec leur peinture de guerre et apparaître dans le campement minier illégal pour, à la force, expulser les miniers. Parfois avec l'aide de la police, parfois avec l'aide de la marine de guerre, mais aussi souvent par eux-mêmes. C'est assez impressionnant à voir. Là, ce qu'ils sont en train de voir, c'est de détruire les installations qui sont utilisées pour ce que vous voyez. En fait, toute cette partie-là, ça a été détruit par la minerie d'or qui avait soin de détruire l'espace pour, par la suite, passer le fond de la rivière Otami. Et ce qui implique une contamination au mercure qui est utilisée dans le procédé pour obtenir l'or. Sinon, il y a aussi les concessions pétrolières de l'État, donc plus dans le côté légal. Ce qu'on voit ici, c'est le bassin versant du Canus, et ce qu'on voit ici, c'est la concession du lot 116, qui couvre non seulement une bonne partie du territoire One Piece, mais une bonne partie du territoire Awakun. Tous les petits noms que vous voyez là, c'est des communautés. Et les deux points verts, c'est des zones réservées, des serres réservées. Ce lot-là a été concédé 3 ans avant les massacres de Bagua. Donc, on peut comprendre que ça a été un des éléments contextuels à la tragédie qui est arrivée là-bas. Le gouvernement de la nation One Piece, avec les Pamuk Brais Pérez et des organisations à Wakun, ont mené l'État en cours parce que cette concession n'avait pas été consultée. Donc, il n'y avait pas eu de consultation préalable et ça a été amené jusqu'à un cours supérieur. Et c'est juste il y a un couple de mois que les explorations dans cette concession ont été arrêtées par l'État. Ce qui implique le premier grand gain, la première grande victoire du gouvernement One Piece.
Mais il reste qu'aujourd'hui, dans le territoire autonome des 9 nations, il y a le oléoduc nord-péruvien qui a plusieurs concessions pétrolières et qui sera un défi à l'avenir de cette région autonome. Voilà. Andrés, on laisserait tout de suite la place à quelques questions et puis de toute manière on reviendra parce que nous avons nos deux invités qui vont commenter, vont récapituler, vont en fait apporter des réflexions sur ce qui est abordé par la suite. Mais si vous avez des questions tout de suite, on va y aller immédiatement. Oui. Vous avez abordé des enquêtes activistes, puis vous avez juste mentionné l'existence de deux, je pense que c'est des aires protégées. Oui, il y a 3 aires protégées qui touchent. Je demandais le rapport à ces aires protégées-là pour les communautés, comment ça se fait, parce qu'ailleurs, des fois, c'est institué soit par les gouvernements de l'État ou par les compagnies privées, ce qui fait qu'on... Ouais. Ok, les aires protégées qui sont là font partie du parc Ixincat-Mura, qui est le parc Cordillera del Cóndor en espagnol. En fait, la région entière était en conflit armé. C'était le conflit entre l'Équateur et le Pérou depuis les années 40, parce que la frontière n'a jamais été bien tracée. Et en 1995, lorsque ce conflit-là lorsque la zone était pacifiée, ça faisait partie du traité entre le Pérou et l'Équateur, le fait de créer un parc binational. C'est dans ce contexte-là que ces 3 zones-là ont été créées. L'une, le parc Ixincat-Mura, a été créé et par la suite concédé en concession à une minière canadienne. L'autre, en fait, on va retourner. C'est la zone Santiago-Comaina qui prend une bonne partie de la cordillère de Campanquis et la réserve communale Tuntanaim ont été dessinés en travail en ensemble avec les gouvernements. Donc ça faisait partie des négociations avec le gouvernement. Il y a eu vraiment un travail de la part du gouvernement d'envoyer des gens pour vraiment être capable de savoir c'est où qui finissait le territoire de communauté, quel était le territoire qui était traditionnellement conservé et non pas utilisé par les communautés. Et c'est comme ça que les parcs ont été créés. Et tout de suite, après que le parc soit créé, ils ont donné la concession qui donnait la moitié des 2 parcs. Donc vous pouvez comprendre que oui, ils ont déjà participé à un processus de protéger avec l'État certaines régions, et qu'ils ne trustent plus l'État, ils n'ont plus de confiance à l'État. Donc, pour eux autres, c'est très important que cette zone-là, qui sont des parcs, soit reconnue comme du territoire qui est de leur nation. Parce que lorsque tu signes que le territoire devient une zone protégée, bien maintenant, c'est la propriété de l'État. Donc, ce n'est plus des territoires non concédés. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, Guillaume? Justement, c'est quoi le pouvoir du gouvernement autonome par rapport à l'État péruvien? Comment ça fonctionne? Je parlerai plus d'agentivité. Agentivité? Oui, ouais, parce que c'est le pouvoir qu'ils sont capables de se créer. C'est la légitimité qu'ils sont capables de se créer avec les institutions qui sont autour d'eux autres. C'est la légitimité de la démocratie directe, de la démocratie participative qui leur donne de la légitimité. Il y a un groupe politique qui les a reconnus devant le Parlement péruvien. Le gouvernement central ne parle pas de ça, donc parce que juste les mentionner serait reconnaître leur existence. Mais, par exemple, à chaque fois que j'étais dans une table de concertation avec eux autres, je voyais que les gens du gouvernement territorial sont tout le temps en action, sont tout le temps en concertation avec les gens du ministère qui fait la protection de cette zone-là, qui sont en contact avec les gens des foresteries, ils sont en contact avec la police, le gouvernement régional de Loreto et d'Amazonas. Donc, sont en contact avec des gens à peu près à tous les niveaux, sont capables de négocier avec des gens à tous les niveaux. Les gens reconnaissent, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, vu que ce sont les seules autorités présentes sur le territoire. Mais au niveau politique, au niveau du gouvernement central du Pérou,
ben, c'est pas reconnu encore. Et c'est ça la lutte, c'est ça un peu la lutte politique en ce moment, d'avoir une reconnaissance autant à l'intérieur du pays, par les gouvernements, pour pouvoir négocier d'égal à égal. Mais ça impliquerait en fait un changement dans la Constitution. Au Pérou, on est dû pour un changement dans la Constitution. Là, on a encore une Constitution qui a été mise en place par une dictature. Et puis une dernière question, Sambakati. Voilà, c'est juste par rapport à la relation entre les peuples autochtones et leur vision structurelle. Est-ce que cette relation-là, d'après votre recherche, a des preuves concrètes et ça rentre aussi en ligne compte de leur développement? Avec les développements? Par exemple, entre la femme et nous, là, de donner un enfant, est-ce que ces preuves structurelles-là rentrent en ligne compte de leur développement? Je veux dire, OK. La question est de ne pas mettre ça en termes de développement. Parce que le développement... En leur mode de subsistance, parce que vous avez dit qu'il y a une relation directe entre les peuples autochtones et leur vision structurelle. Oui. Par exemple, par rapport à l'eau, par rapport à l'agriculture. Donc, ils ont toujours des points pour venir acquérir des connaissances structurelles pour pouvoir développer ces connaissances. Mais est-ce que réellement vous avez des preuves concrètes par rapport à ça? Oui, ça revient aux retombées qu'ils vont avoir du projet. Je dis qu'il y a une perte de connaissances traditionnelles, il y a une perte de ces champs anènes qui sont très importantes pour créer cette relation avec les territoires et pour concevoir la relation au territoire. Eh bien, il y a une certaine perte de ces champs-là à cause que l'école nationale, le système scolaire national est arrivé dans le territoire. Et donc, comme les jeunes Wampis ne passent plus leur temps avec leur mère dans le jardin horticole, ne passent plus le temps avec leur père à chasser ou à pêcher, alors il y a une perte de ces connaissances-là. Et ce qu'on a fait comme un peu retombée de cette collaboration avec le gouvernement territorial, c'est qu'on était en train de partir l'Institut Wampis avec les gouvernements du bassin versant des Canuts. On est en train de développer des programmes éducatifs qui vont permettre d'amener des aînés des villages, sortir les enfants de l'école et les amener à avoir des expériences, des connaissances traditionnelles dans un cadre qui leur permet d'avoir toute la logistique. Donc, cette récupération et de trouver une nouvelle voie de transmission des connaissances traditionnelles, c'est au cœur du travail du gouvernement territorial autonome. On va poursuivre, on va revenir après parce qu'autrement on va retarder les cours en fait, qui étaient prévus pour les présentations, mais on va revenir, prenez note de vos questions, de vos réflexions. C'est sûr que ce processus de résilience tel comme est vécu par les Wampis suscite énormément de questions à divers niveaux et il y a là un effort important de réexistence dans le contexte des économies globalisées, dans le contexte contemporain. Donc, il y a des enjeux qui sont tout à fait intéressants sur lesquels on pourra réfléchir davantage, y compris la place de la femme, je dirais aussi, dans tout ce processus-là qu'on a un peu entendu parler, sauf dans les traditions. Mais on y reviendra et on